28 avril 1945. C'est la date précise où le destin de Benito Mussolini s'est arrêté. L'homme qui a dirigé l'Italie d'une main de fer pendant 2 décennies n'était plus qu'une cible. Comment un dictateur tout-puissant a-t-il fini dans un fossé? Il pensait pouvoir fuir vers la Suisse. Mais la réalité a rattrapé l'illusion. Les partisans ont bloqué la route. À l'image, un convoi arrêté près du lac de Caume. Mussolini porte un manteau de soldat allemand pour passer inaperçu. Il se cache au fond d'un camion. Le froid est vif, le silence est lourd. Mais les yeux des résistants ne se laissent pas tromper. Ils reconnaissent le Duce. L'arrestation est immédiate. Il n'y a pas eu de grand discours, seulement le bruit des bottes sur le gravier. Mussolini est emmené dans une petite maison de village. Il attend la suite. Le lendemain, le verdict tombe sans procès. Devant les grilles de la Villa Belmonte, les armes sont levées. On entend le claquement des culasses. Les rafales de mitraillettes déchirent le silence. Mussolini s'effondre contre le mur de pierre. Sa maîtresse, Clara Petacci, meurt à ses côtés. Mais ce n'était que le début du calvaire. Les corps sont jetés dans une camionnette et transportés vers Milan. La destination, la Piazzale Loreto. C'est l'endroit même où le régime avait exécuté 15 partisans quelques mois plus tôt. Le symbole est total. La foule s'est rassemblée dès l'aube, des milliers de personnes. On voit sur les archives, les gens frappent les cadavres, crachent sur les visages, tirent sur les vêtements. La haine explose après des années de répression. Pour arrêter le massacre, les corps sont suspendus par les pieds à une poutre métallique d'une station-service. Les têtes pendent vers le sol. Les traits sont déformés par les coups. La caméra enregistre. Une foule en délire sous des corps sans vie qui balancent dans le vide. L'image est brutale. Elle est humiliante. Le Duce, qui aimait les défilés militaires et les palais de marbre, finit comme un morceau de viande sur une place publique. Ainsi s'est achevée une époque. 29 juillet 1883. C'est la date de naissance de Benito Mussolini. Le décor, près d'Apio, une petite commune rurale du nord de l'Italie. Pourquoi cet enfant est-il devenu un dictateur? La réponse se trouve dans ses racines. Une éducation entre 2 mondes opposés. Son père, Alessandro Mussolini, travaille le fer. C'est un forgeron, un militant socialiste radical. Il vénère Karl Marx et les révolutionnaires. Sa mère, Rosa Maltoni, est institutrice. Elle incarne la religion, l'ordre et la discipline stricte. Benito grandit au milieu de ces 2 forces, la politique brutale et la rigueur scolaire. Son prénom n'est pas un hasard. Son père l'appelle Benito en hommage à Benito Juárez, le leader mexicain qui a combattu les puissances étrangères. Dès l'enfance, Mussolini rejette l'autorité. Il cherche la confrontation. À l'image, un garçon solitaire et bagarreur. Mussolini se forge une réputation d'agresseur dans les rues de son village. Mais il possède aussi une arme différente, l'intelligence. Il maîtrise l'écriture, il sait parler en public. À l'adolescence, ses parents l'envoient dans un internat catholique sévère. L'expérience tourne au désastre. Mussolini sort un couteau et poignarde un autre élève. L'école l'expulse immédiatement. Cette violence devient sa signature, elle ne le quittera plus jamais. À 20 ans, Mussolini choisit son camp. Il devient journaliste et militant socialiste. Il rédige des articles pour la presse ouvrière. Il défend les droits des travailleurs avec acharnement. L'année 1909 marque un tournant. Il s'installe à Trente, une ville alors sous contrôle de l'Empire austro-hongrois. Il prend la direction d'un journal, L'Avenir del Lavoratore, l'avenir du travailleur. Ses textes sont des attaques directes contre le gouvernement. La police surveille ses moindres mouvements. Sur les rapports de l'époque, son nom est souligné en rouge. Les autorités agissent vite. Mussolini est arrêté, puis expulsé de la région. Mais ce n'était que le début. La prison et l'exil renforcent son image de rebelle. Il a compris une chose, les mots peuvent être aussi tranchants qu'un couteau. Le parcours vers le pouvoir absolu était lancé. 1912. À cette date, Benito Mussolini est déjà une figure centrale du Parti socialiste italien. Il possède une arme redoutable, sa voix. C'est un orateur puissant, il écrit des éditoriaux brutaux. Ses appels aux grèves et aux manifestations paralysent les villes. À cette époque, son discours est clair, la guerre est un crime. Pourquoi cet homme a-t-il soudainement basculé? La réponse est simple, l'ambition a tué ses convictions. En 1914, la Grande Guerre éclate. Au début, Mussolini respecte la ligne du parti. Il prône la neutralité absolue. Mais le vent tourne rapidement dans sa tête.
Il commence à voir le conflit comme une opportunité. Pour lui, la guerre est le seul moyen de rendre l'Italie puissante et d'agrandir son territoire. C'est une trahison totale des principes socialistes. La sanction tombe immédiatement. En novembre 1914, il est expulsé du parti. Le divorce est définitif. Mussolini change de camp. Il devient nationaliste. Il veut que l'Italie entre dans la bataille. Pour diffuser ses idées, il fonde son propre journal, Il Popolo d'Italia. Le titre est explicite, Le peuple d'Italie. À l'image, on voit les presses rotatives tourner à plein régime. Le papier crache du militarisme et du patriotisme agressif à chaque page. En 1915, l'Italie bascule. Elle entre en guerre aux côtés de la Grande-Bretagne et de la France. Mussolini ne se contente pas de mots. Il rejoint l'armée. Il est envoyé sur les lignes de front, dans les tranchées boueuses. Mais son parcours de soldat s'arrête brusquement. En 1917, un mortier explose près de lui. Il est grièvement blessé. Le verdict médical tombe. Il est inapte au service et réformé. Mais ce n'était que le début. 1918. La guerre s'achève, mais l'Italie plonge dans le chaos. Les soldats rentrent chez eux. Ils s'attendent à être accueillis en héros et à recevoir des récompenses. La réalité est brutale. L'économie est en ruine. L'inflation explose et les prix des produits de base s'envolent. Les usines ferment. Le travail devient une denrée rare. La colère monte dans les rues. On voit des files d'attente interminables pour du pain. Le gouvernement est paralysé, incapable de prendre une décision. Les groupes politiques rivaux s'affrontent violemment pour le contrôle du pays. Le terrain est prêt pour un changement radical. L'histoire s'est accélérée. 1919. Benito Mussolini saisit sa chance. Il fonde les Faisceaux italiens de combat. C'est un mouvement politique brutal. Le programme est simple. Nationalisme radical, culte de la force et autoritarisme total. Mussolini fait une promesse au peuple. Il veut restaurer la gloire passée de l'Italie. Pour lui, les coupables sont les communistes. Il veut les écraser. Pourquoi choisir la violence ? Mussolini sait que la peur est une arme. Ses partisans portent une chemise noire. On les appelle les chemises noires. Ce sont des miliciens violents. Ils attaquent les socialistes, brisent les syndicats et traquent les opposants politiques dans les rues. À première vue, le mouvement est un échec, mais en réalité, c'est une bombe à retardement. Lors des élections de 1919, le parti ne gagne aucun siège au Parlement. C'est un désastre électoral. Mais l'influence de Mussolini grimpe pendant les 5 années suivantes. Le gouvernement est faible. Les ministres sont impuissants. Le peuple italien cherche un homme fort. Mussolini se présente comme l'unique solution pour ramener l'ordre. 1921. Il fonde officiellement le Parti national fasciste. Le soutien arrive en masse. La classe moyenne, les propriétaires d'usines et les généraux de l'armée rejoignent ses rangs. Tous partagent d'une même crainte, la révolution communiste. L'erreur était interdite. Mais le chaos s'installe partout. En 1922, l'Italie bascule dans la crise. Les grèves paralysent les usines. Les manifestations tournent à l'émeute. Le sang coule sur le pavé. Mussolini utilise ce désordre pour préparer un coup d'État. Le 28 octobre 1922, des milliers de chemises noires marchent vers Rome. Ils exigent le pouvoir. Ils réclament que le roi nomme Mussolini Premier ministre. À l'image, des colonnes d'hommes armés qui convergent vers la capitale. Le roi Victor Emmanuel III a le choix. Il peut utiliser l'armée pour stopper la marche. Les soldats sont prêts, mais le roi hésite. Il craint une guerre civile sanglante. Il pense aussi qu'il pourra manipuler Mussolini une fois au gouvernement. Le 29 octobre 1922, le roi cède. Il nomme Benito Mussolini à la tête du pays. Mussolini ne perd pas une seconde. Il commence immédiatement à démanteler les institutions. Il supprime les libertés et brise les structures démocratiques une par une. En 1925, le basculement est total. Il détient tous les pouvoirs. Il prend un nouveau titre, Il Duce, le chef. Sur les documents officiels, le titre s'affiche partout. Mussolini devient le visage de l'Italie pour les 2 décennies suivantes. Le régime a verrouillé le pays. L'histoire s'est arrêtée là. Une main de fer. Voilà comment Mussolini a dirigé l'Italie dès sa prise de pouvoir. Il a méthodiquement brisé toute opposition politique. Les journaux sont passés sous son contrôle total. La police d'État surveillait chaque citoyen. Dans les rues, ses chemises noires semaient la terreur. Il frappait, humiliait ou faisait disparaître quiconque osait une critique. Pourquoi les Italiens ont-ils laissé faire ? À première vue, un pays en plein essor.
mais en réalité un décor de théâtre. Il a lancé de grands chantiers pour masquer la réalité. Des autoroutes modernes ont été tracées, des marais insalubres ont été asséchés pour créer des terres agricoles. Mussolini vendait l'image d'une nation puissante et disciplinée. Les caméras montraient le Duce torse nu, travaillant la terre pour le peuple. Mais derrière ces images, l'économie s'effondrait. Ces projets coûtaient une fortune. C'était de la propagande pure, pas du progrès réel. L'argent manquait pour les besoins essentiels de la population. Les années 1930 marquent un tournant. Mussolini veut son empire. En 1935, il lance l'invasion de l'Éthiopie. Sur le terrain, la brutalité est totale. L'armée utilise des armes chimiques contre les populations locales. Les gaz asphyxiants écrasent la résistance éthiopienne. La Société des Nations condamne l'attaque. Pourtant, aucune sanction concrète ne l'arrête. Mussolini se sent alors invincible. Rien ne semble pouvoir freiner son ambition. En 1936, il se rapproche d'Adolf Hitler. Les deux hommes partagent la même vision: dictature, expansion militaire et haine de la démocratie. La relation se solidifie rapidement. En 1939, il signe le pacte d'Acier. C'est une alliance militaire formelle entre l'Italie et l'Allemagne nazie. Les deux dictateurs lient leur destin. Septembre 1939. La Seconde Guerre mondiale éclate. Au début, Mussolini hésite. Il sait que son armée n'est pas prête. Mais le 10 juin 1940, il franchit le pas. Il déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France. Mussolini est convaincu. La guerre sera courte. Il veut sa part du gâteau lors du partage des territoires. Mais ce n'était que le début de la fin. L'armée italienne n'est pas équipée pour un conflit de longue durée. Les campagnes militaires tournent au désastre. En Grèce, ses troupes sont repoussées. En Afrique du Nord, ses généraux reculent face aux Britanniques. Sur le front russe, l'humiliation est totale. Des dizaines de milliers de soldats meurent dans la neige. En 1943, l'Italie est au bord du gouffre. Les bombardements alliés détruisent les villes. Le peuple a faim et la colère monte. L'opinion publique se retourne contre celui qu'elle acclamait autrefois. À la mi-1943, l'emprise de Mussolini sur le pouvoir s'effrite. Les complots commencent dans l'ombre de son propre palais. Sa chute était devenue inévitable. 9 juillet 1943. Les forces alliées débarquent en Sicile. C'est le début de l'effondrement. L'armée italienne recule sur tous les fronts. Le moral des troupes est à zéro. Dans les rues, la population est épuisée par les privations et la faim. Pourquoi le régime a-t-il vacillé si vite? Le prestige du Duce ne suffisait plus face aux bombes. La peur avait changé de camp. Le roi Victor Emmanuel III et les hauts dignitaires comprennent que la fin est proche. Pour sauver la monarchie, ils doivent sacrifier le dictateur. 24 juillet 1943. Le Grand Conseil fasciste se réunit en secret. L'ambiance est électrique. Les anciens alliés de Mussolini se retournent contre lui. Le vote tombe. La majorité exige son départ. Le lendemain, le 25 juillet, Mussolini se rend au Palais Royal de Rome. Il pense encore pouvoir négocier. Sur les images d'archives, on voit sa voiture entrer dans la cour. L'entretien est bref. Le roi lui retire ses pouvoirs. Le maréchal Pietro Badoglio est nommé pour diriger le pays. Mussolini sort du palais. Il n'a pas le temps d'atteindre son véhicule. Des agents l'attendent. Il est arrêté sur le champ. Le gouvernement craint une insurrection des chemises noires. Il faut cacher le prisonnier. À l'image, des camions militaires roulent de nuit. Mussolini est transféré d'un lieu à un autre pour brouiller les pistes. Il finit par être enfermé à l'hôtel Campo Imperatore. C'est un bâtiment massif isolé au sommet du Grand Sasso, dans les Abruzzes. Le froid y est glacial. L'accès est presque impossible. Aucune radio, aucun contact avec l'extérieur. Le Duce est neutralisé. Mais ce n'était que le début de la fracture. 8 septembre 1943. L'Italie signe l'armistice avec les Alliés. Le pays change officiellement de camp. Les soldats italiens jettent leurs fusils ou les retournent contre les Allemands. La confusion est totale. Les anciens frères d'armes deviennent des ennemis mortels. À première vue, l'Italie était sortie de la guerre. Mais en réalité, le chaos ne faisait que commencer. L'histoire de Mussolini n'était pas terminée. 12 septembre 1943. Adolf Hitler refuse de voir son allié s'effondrer. Les parachutistes allemands lancent l'opération Chêne.
C'est un raid aérien audacieux et risqué. Des planeurs atterrissent sur les pentes escarpées du Grande Sasso. Les soldats allemands sautent au sol. Ils encerclent l'hôtel de montagne où le Duce est détenu. Les gardes italiens sont pétrifiés. Ils déposent les armes sans résistance. Mussolini est libre. Pas un seul coup de feu n'est tiré. Pourquoi Hitler a-t-il pris de tels risques? Pour la gloire. Mais la réalité est brutale. Mussolini n'est plus qu'un outil de Berlin. Le dictateur devient le chef de la République sociale italienne. On l'appelle la République de Salo. Sur le papier, c'est un État souverain. En réalité, c'est un territoire sous contrôle nazi dans le nord de l'Italie. Sur les images d'archives, on voit Mussolini amaigri. Son uniforme flotte sur ses épaules. Il n'a plus aucun pouvoir réel. Ses ordres ne sortent pas de son bureau. Son destin est déjà tracé. À première vue, un gouvernement, mais en réalité, une simple façade. Fin avril 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin sur le continent. L'Allemagne nazie se désintègre sous la pression des Alliés. L'Italie plonge dans un chaos total. Les troupes anglo-américaines remontent vers le nord. En parallèle, les partisans de la résistance italienne harcèlent les convois. Ils encerclent les derniers bastions fascistes. Les villes tombent les unes après les autres. Le régime s'effondre comme un château de cartes. Mussolini sait que les minutes sont comptées. Ses partisans brûlent leurs dossiers et s'enfuient. Même les Allemands préparent leur capitulation secrète. Ils négocient déjà leur retraite. La situation a empiré. Mussolini est seul. Il n'a plus d'armée pour le protéger. Il n'a plus de territoire à diriger. Il n'a plus aucun refuge sûr. Les cartes sont sur la table. La guerre est définitivement perdue. L'histoire s'est arrêtée là. 25 avril 1945. C'est le jour de la dernière chance pour Benito Mussolini. Le dictateur est à Milan. Son plan est simple. Transformer la ville en forteresse et tenir tête aux Alliés qui progressent vers le nord. Comment un homme qui dirigeait une nation a-t-il pu finir seul? La réponse est brutale. Le soutien populaire n'existe plus. À son arrivée, Mussolini fait face à un mur. Les rues de Milan ne sont plus les siennes. Le peuple est en révolte ouverte. Les partisans prennent le contrôle des carrefours et des bâtiments officiels. Le Duce est un fugitif dans sa propre capitale. Le cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, archevêque de Milan, tente une médiation. Il propose une reddition. Mussolini accepte la rencontre avec les chefs du Comité de libération nationale. La réunion est tendue. Les résistants exigent une capitulation totale. Mussolini refuse. Il ne veut pas signer sa fin. Il croit encore à un miracle ou à un regroupement de ses dernières troupes. La situation s'aggrave. Rester à Milan signifie la mort immédiate. Mussolini rassemble ses dossiers, vide ses tiroirs et quitte la ville en toute hâte. Une petite escorte de fascistes fanatiques l'accompagne. Direction le nord, vers Côme. À l'image, un convoi de voitures noires file sur des routes désertes. Mussolini n'a pas de plan précis. Il hésite. L'Allemagne est une option, mais les routes sont sous le feu des bombardiers. L'armée allemande s'effondre de toutes parts. Il change de cap. Il vise désormais la Suisse. Il cherche la protection d'un pays neutre pour échapper à la corde. Mais il n'est pas seul dans cette fuite. Sa maîtresse, Clara Petacci, est à ses côtés. Elle refuse de le quitter. À leur côté se trouvent quelques hauts dignitaires du régime et des officiers allemands chargés de sa protection. Sur les images d'archives, on voit des visages tendus. Le moteur des camions tourne. Le bruit des bottes sur le gravier est le seul son audible. L'étau se resserre sur le groupe. La suite était inévitable. 27 avril 1945. À l'image, une colonne de véhicules gris avance lentement sur une route de montagne. Le dictateur ne peut plus voyager sous sa propre identité. C'est trop risqué. Pour survivre, il change d'apparence. Mussolini enfile un manteau gris de la Luftwaffe et visse un casque d'acier allemand sur sa tête. Il espère se fondre dans la masse des soldats qui reculent. Le convoi est un mélange hétéroclite. Des troupes de la SS côtoient des officiels fascistes italiens en panique. Tous partagent le même objectif, fuir vers le nord. La destination est la frontière suisse. La route longe les eaux sombres du lac de Côme. Le plan est basique. Mussolini doit rester immobile au milieu des Allemands, franchir les barrages de partisans et disparaître en Suisse. Mais la réalité va briser ce plan. Pourquoi la fuite a-t-elle échoué? La chance a tourné. La réponse se trouve à l'entrée d'un petit village.
Le matin du 27 avril, la colonne atteint Dongo. La ville se situe sur la rive ouest du lac. Le secteur est une zone rouge. Il est contrôlé par les partisans italiens de la 57e brigade Garibaldi. Ce sont des combattants communistes. Ils sont en état d'alerte maximale. Leur mission, intercepter chaque fasciste en fuite. À l'image, des hommes armés de fusils dépareillés bloquent la chaussée. À leur tête, Pierluigi Bellini della Stella et Urbano Lazzaro. Ils ont installé des barrages routiers partout. Aucun officiel ne doit passer. Quand le convoi de Mussolini arrive à leur hauteur, les partisans bloquent le passage. Ils braquent leurs armes et exigent la reddition immédiate des troupes allemandes. À ce moment-là, le moral des Allemands est au plus bas. Ils savent que la guerre est perdue. Le combat n'a plus aucun sens. Les soldats déposent les fusils au sol. Ils permettent aux partisans de fouiller chaque camion, chaque voiture. L'inspection commence. Les partisans ouvrent les bâches et inspectent les visages. Ils extraient les officiels italiens qui tentaient de se cacher parmi les Allemands. À première vue, un simple contrôle de routine. Mais en réalité, la fin d'une ère. Les partisans font descendre les passagers. Le piège vient de se refermer. 27 avril 1945. Les partisans filtrent la colonne allemande à Dongo. Un par un, ils identifient les visages. Des ministres du gouvernement, des officiers de haut rang. Les noms tombent, les arrestations s'enchaînent. Pourquoi Mussolini restait-il immobile au fond du camion? Il espérait l'anonymat. Le Duce se cachait sous une capote de soldats allemands, silencieux, le regard fuyant. Mais la ruse n'a pas duré. À première vue, un simple soldat de la Wehrmacht. Mais en réalité, le dictateur déchu. Le partisan Urbano Lazzaro remarque une anomalie. Il observe un homme court, trapu, au teint livide. Le visage lui semble familier malgré le casque enfoncé. Sur les images d'archives, on voit cet homme. Il semble épuisé, terrifié, brisé par les événements. Les partisans donnent l'ordre de descendre. Mussolini s'exécute mécaniquement. Il ne prononce pas un seul mot. Les soldats de l'ombre lui arrachent son casque et son manteau gris. L'évidence frappe tout le monde. C'est Benito Mussolini. L'erreur était impossible. L'homme qui haranguait les foules depuis les balcons de Rome ne se bat plus. Il ne résiste pas. Il est chargé dans un véhicule et transporté vers une ferme isolée à Bonzanigo. La surveillance est stricte. À l'image, les couloirs sombres de la ferme où le prisonnier attend son sort. Le débat s'installe entre les chefs de la résistance. Faut-il livrer le Duce aux Alliés ou faut-il en finir tout de suite? Pour la majorité, le choix est fait. Mussolini appartient au peuple italien. Et le peuple veut une justice immédiate, sans procès interminable. 28 avril 1945, 6 heures du matin. Le ciel est gris au-dessus de l'Italie du Nord. Le froid est vif près du lac de Côme. La guerre en Europe touche à sa fin, mais ici, le dénouement sera brutal. Les ordres arrivent de Milan par courrier rapide. Le comité de libération nationale a tranché. Un homme est désigné pour l'exécution, Walter Odisio. Son nom de code, Colonel Valerio. Il n'y avait plus de retour en arrière. La mission était simple, éliminer le dictateur avant que les Américains n'arrivent. La situation s'est accélérée. Valerio rassemble ses hommes et prépare ses armes. L'histoire s'apprête à refermer le dossier Mussolini. 14 heures. Walter Odisio et un petit détachement de partisans arrivent devant la ferme. Ils ne perdent pas de temps. L'ordre tombe. Benito Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci doivent monter dans une Alfa Romeo rouge. Le moteur démarre. La voiture entame un trajet de quelques kilomètres seulement en direction de Giulino de Mezzegra. C'est un village calme, presque désert. Pourquoi s'arrêter ici? Le lieu est isolé. La décision est déjà prise. Le véhicule s'immobilise au bord de la route. Les partisans ouvrent les portières et forcent le couple à descendre. À l'image, Clara Petacci refuse de lâcher le bras du Duce. Elle s'accroche à son manteau. Les hommes armés les poussent contre un mur de pierre grise. C'est l'emplacement choisi pour l'exécution. À 16h10 précise, Walter Odisio lève son pistolet mitrailleur français MAS 38. Il arme la culasse. Le bruit métallique résonne contre la pierre. Il presse la détente. Les premières balles frappent Mussolini en pleine poitrine. Son corps bascule. Petacci hurle et se jette vers lui pour le protéger. Elle n'atteint pas le sol. Une rafale la fauche en plein vol. Elle s'effondre à ses côtés. Mais les tirs ne s'arrêtent pas. Le groupe de partisans vide ses chargeurs sur le corps sans vie du dictateur. Les détonations se succèdent sans interruption. Le sang macule le bas du mur.
Les rapports officiels indiquent que Mussolini a été touché plus de 12 fois. D'autres sources affirment que plus de 40 balles ont traversé son cadavre. La situation s'accélère. Ce n'est plus une exécution, c'est un acharnement. La haine envers le régime était totale. Tuer l'homme ne suffisait plus. Il fallait effacer le symbole par le fer. Les armes se taisent enfin. La fumée se dissipe devant le mur de pierre. L'histoire s'est arrêtée là. 28 avril 1945. La sentence est tombée. Après l'exécution de Mussolini et de sa maîtresse Clara Petacci, les corps sont chargés à l'arrière d'un camion. Les cadavres d'autres officiels fascistes sont empilés avec eux. Les partisans ne cherchent pas à cacher les preuves. Au contraire, ils veulent que tout le monde voie. Le camion entame une macabre procession. Il traverse les villages un par un. Pourquoi exhiber ces restes? Les partisans veulent prouver que le dictateur est mort. Mais la foule veut plus que des preuves. Elle veut une vengeance physique. Le 29 avril, à l'aube, le véhicule entre dans Milan. La nouvelle s'est déjà propagée. Des milliers de personnes convergent vers un point précis, la Piazzale Loreto. Ce n'est pas un hasard géographique, c'est un choix politique. À l'image, une place grise, froide, encerclée de bâtiments. 8 mois plus tôt, le régime avait marqué ce lieu par le sang. Le 10 août 1944, 15 résistants y avaient été fusillés par les fascistes. Leurs corps étaient restés au sol, sous le soleil, livrés aux mouches. C'était un avertissement pour les traîtres. Aujourd'hui, le cycle se referme. Le camion s'immobilise au centre de la place. Les partisans basculent la benne. Les corps tombent sur le béton comme des sacs d'ordures. La foule explose. À première vue, une manifestation de joie. Mais en réalité, un déchaînement de violence brute. Le chaos s'installe immédiatement. On voit des hommes se ruer vers le corps du Duce. Les bottes frappent son visage. Les crachats recouvrent son uniforme déchiré. Certains tirent des coups de pistolet à bout portant dans le cadavre. Le bruit des détonations se mélange aux cris de la foule. Même Clara Petacci n'est pas épargnée. Elle n'avait aucun pouvoir politique officiel. Mais pour la foule, elle représente le luxe et l'arrogance du régime. Son corps est traîné, battu, piétiné. Ses vêtements sont en lambeaux. Les autres dignitaires fascistes subissent le même traitement. La place devient un abattoir à ciel ouvert. Mussolini concentre toute la haine accumulée pendant 20 ans. Les coups pleuvent pendant des heures. Le visage du dictateur devient une masse de chair méconnaissable. Le sang coule sur le pavé de la Piazzale Loreto. L'histoire s'est arrêtée là. 28 avril 1945. La foule de Milan veut plus que la mort. Les corps de Benito Mussolini, de sa maîtresse Clara Petacci et de 4 dignitaires fascistes gisent sur le sol de la place Loreto. La foule piétine les cadavres et crache sur les visages. Les partisans cherchent un moyen d'exposer leurs trophées. Ils trouvent une poutre métallique dans une station-service à l'angle de la place. Comment transformer des cadavres en symbole de défaite? La réponse est brutale. Les partisans récupèrent des cordes épaisses et des crocs de boucher. Ils attachent les corps par les pieds. Un à un, les défunts sont hissés dans les airs, la tête vers le bas. Ils oscillent au-dessus de la foule déchaînée. À l'image, des corps suspendus comme de la viande froide. La violence choque jusqu'à Londres. Winston Churchill observe les rapports. L'homme qui a combattu le Duce pendant des années exprime son dégoût. Exécuter l'ennemi était une nécessité de guerre. Mutiler les dépouilles en public est une autre réalité. Mais pour les Italiens sur place, la morale n'existe plus. C'est l'heure de la vengeance. 20 ans de dictature, de guerre perdue et de privation explosent en quelques heures. Mais ce n'était que le début du chaos. Après plusieurs heures d'exposition, les autorités interviennent. L'ordre est donné de décrocher les corps. Les soldats déposent les restes dans des cercueils en bois brut, sans aucune décoration. Direction la morgue locale pour les constatations. Le gouvernement italien fait face à un problème majeur. Un cadavre peut devenir un symbole. À première vue, un simple mort. Mais en réalité, une arme politique. Le pouvoir craint que les fidèles du régime ne transforment la tombe en lieu de pèlerinage. La décision est prise dans le secret total. Mussolini est enterré dans une tombe anonyme. Pas de nom, pas de date. Le lieu, le cimetière de Musocco, dans la banlieue de Milan. La terre recouvre le dictateur, mais le dossier reste ouvert. En 1946, l'impensable se produit. Un groupe de fascistes radicaux s'introduit dans le cimetière de nuit. Ils creusent, forcent le cercueil et volent la dépouille.
Commence alors une traque étrange à travers l'Italie. Les voleurs transportent les restes de cachette en cachette. Ils veulent offrir au Duce des funérailles dignes de son rang passé. L'erreur était interdite pour la police. Les autorités finissent par localiser les ravisseurs et récupèrent le corps. Le gouvernement ne prend plus de risques. Pendant 11 ans, la dépouille de Mussolini est cachée dans des lieux tenus secrets. Le public ignore où se trouve l'ancien dictateur. En 1957, la situation politique change. Le gouvernement cède enfin aux demandes répétées de la famille. Les restes sont transférés à Predapio, sa ville natale. Mussolini est inhumé dans la crypte familiale. Aujourd'hui, le silence ne règne pas sur la tombe. À l'image, des fleurs fraîches et des registres signés. Le site attire toujours du monde. On y croise des nostalgiques du fascisme en uniforme noir et des touristes curieux d'histoire. Le corps est immobile, mais son ombre divise encore l'Italie. L'histoire s'est arrêtée là.